Voilà, nous sommes bel et bien présents pour vous. Bonjour à tous. Bonjour Axel. Bonjour Monsieur Comment Georges. allez-vous? Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, très bien. J'aime bien ce petit sourire. Des fois, il y a du mal à venir, mais bon, il y a un petit sourire quand même. Hein? D'accord. Bonjour Zita. Bonjour Georges. Comment ça va? Ça va très bien. Et vous? Ça va bien. Oui. Moi, ça va. Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis auditeurs. Merci beaucoup encore une fois d'être présents pour ce programme de Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Vous êtes bien à Ça va chauffer et nous sommes sur un plateau éclaté. Vous avez entendu parler tout de suite les Georgettes du plateau central, mais il y en a d'autres qui sont à Dakar, à Accra, si ça marche bien, parce que là-bas il y a une grosse coupure d'électricité, à Douala, au Yaoundé, j'espère que ça va marcher aussi parce que là-bas il y a des inondations. Tout à l'heure j'ai parlé de Dakar, mais Dakar également, il pleut beaucoup, des inondations, ça fait beaucoup. J'espère qu'il n'y a pas de problème sérieux, de problème grave au niveau de Milan, où nous avons Adrienne. Mais tout à l'heure on va vous retrouver la Georgette au grand complet. Commençons par l'espérance, par l'espoir. Vous savez que l'Afrique, c'est le continent de la résilience, malgré tout ce que nous avons subi, esclavage, colonisation, domination et que sais-je encore, l'Afrique continue de résister et l'Afrique, grâce à l'espoir, à l'espérance, eh bien, va monter les échelons du développement et va se retrouver un de ces 4 matins sur une plateforme qui va nous permettre de dire l'Afrique est un continent avec des pays développés. Et ça va arriver bientôt. Nous avons décidé de donner la parole à l'un des plus grands de ce continent. Il s'appelle Pierre Akenenge et c'est lui qui nous transmet cette espérance, cet espoir dans un morceau qui va vous faire plaisir. Alors vous notez bien que ce morceau s'intitule Bekelia, un morceau de Pierre Akenenge, le grand Pierre Akenenge. Eh bien nous avons eu beaucoup de plaisir et c'est même un honneur de démarrer cette émission en sa compagnie. J'espère que vous avez apprécié et si vous avez envie d'écouter, de réécouter ce morceau, eh bien n'hésitez pas à aller sur le net, vous faites Bekelia, Pierre Akenenge et vous allez retrouver ce magnifique morceau, cette belle composition. Maintenant, n'oubliez pas que quand vous voyez ça, depuis quelque temps, depuis le 14 août, quand vous voyez cette écharpe-là, eh bien, aux couleurs de Label Radio et Télévision, une écharpe bleue et verte, eh bien, c'est que nous sommes toujours en pleine célébration de notre 3e anniversaire. Regardez, sur la tête de Zita, il y a juste un petit bandeau, mais ça compte quand même. Et puis, voilà, une belle coiffe composée par Axel. Merci. Nous sommes en pleine célébration de notre 3e anniversaire. Nous allons boucler pendant ce week-end cet anniversaire. Nous avons décidé de faire les choses bien. Et pour commencer, nous allons demander, pourquoi pas, à Adrienne qui est à Milan, je ne sais plus, à des milliers et des milliers de kilomètres de nous faire une belle chanson, pourquoi pas en italien. Happy Birthday, habituellement c'est en anglais ou en français, joyeux anniversaire, mais là, on va la voir en italien. Adrienne, bonjour. Bonjour, Georges. Voilà, on vous laisse chanter en italien. Souhaitez à la Belle Radio et Télévision un joyeux et bon anniversaire. J'espère que ma voix ne vous fera pas fuir. Allons-y. Bon, voilà. Tanti auguri a te. Non, on n'entend pas bien, c'est trop faible. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te, la belle TV. Tanti auguri a te. Voilà. Merci beaucoup, on applaudit Adrienne. Merci Adrienne, comment ça va? Ça va. Ça va bien. Pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux si le pendant la semaine de contamination. Voilà. Pendant la semaine qui vient de s'écouler, personne, aucun homme n'est allé boxer son épouse après avoir bu des litres et des litres d'alcool. Fascinant. Tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé. Il y a eu une petite... Alors chez vous, c'est l'été. Comment les choses se déroulent en ce moment? Il fait chaud? Toujours?
Actuellement, il fait chaud et on a commencé à grincer des dents parce que bon, le retour des vacances et puis bon, il y a eu beaucoup d'insouciance. Donc, le taux de contamination est en train de grimper. Pratiquement, hier, on était à 947 nouveaux cas. Et ben voilà, oui, de façon vertigineuse. Donc là, tout le monde craint. On se demande bien qu'est-ce qui va se passer. Déjà, au niveau des comme on appelle, des boîtes de nuit, tout a été fermé. Ah, c'est inquiétant. Voilà. Alors, vous prenez vos précautions? On sait que le coronavirus... Nous sommes obligés de prendre les précautions. Alors, comment est-ce que vous passez cet été-là? L'été sous le coronavirus, normalement, en été, tout le monde sort en Europe. On sort, on prend des bains de soleil. Vous faites comment? Bah, bon, nous particulièrement, bon, enfin, avec la peau noire, je veux dire que bon, je n'ai pas besoin de prendre encore de me bronzer. Donc, ben, je suis restée un peu plus à la maison. Mais par contre, d'autres personnes ont essayé quand même de sortir. Beaucoup ont voyagé. Ils ont évité d'aller peut-être en dehors des frontières italiennes. Il y en a quand même qui ont essayé d'aller jusqu'en Grèce, les pays limitrophes et tout ça. Mais bon, ça s'est passé comme ça. Beaucoup ont préféré descendre vers le sud, c'est-à-dire en Sardaigne. Et malheureusement, tous ceux qui sont partis en Sardaigne, c'est eux qui sont en train de remonter avec ce taux de contamination. Alors, vous pensez que vous allez subir encore des mesures de confinement? Ben, c'est fort possible. Parce que si ça continue de grimper, ils seront obligés. C'est pas exclu. Parce que là, même déjà, les autorités se posent plein de questions au niveau des ouvertures de l'école et tout ça. Bon, on ne sait pas comment ça va se passer, puisque bon, les enfants qui ont été en vacances avec les parents qui vont rentrer, avec les grands-parents, bon, on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer, toutes les mesures qu'il va falloir prendre. Si jamais il y avait des contaminations qui explosaient dans certaines classes, est-ce qu'il faut mettre la classe en quarantaine, ou bien, par exemple, le lycée ou bien l'école maternelle? On ne sait pas. Franchement, ils sont vraiment en train de débattre de tout ça pour essayer de prendre toutes les mesures de précaution. Voilà. C'est pas évident. Actuellement, tout le monde, bon, franchement, on grince des dents. Alors, on croise les doigts, hein, on les attache même, et on espère que ça ne va pas remonter davantage que ça ne l'est en ce moment. Alors, vous voulez qu'on aille où maintenant? Qu'on aille à Dakar ou qu'on aille à Douala? Dans tous les cas, ces deux villes-là sont sous les eaux. Ouais, on peut le dire de cette façon. Qu'est-ce que vous... Bon, on va aller à Douala. On va à Douala. Alors, si on va à Douala, on retrouve Carole. Carole, bonjour. Bonjour Georges. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Ça va bien. Vous avez réussi à émerger, parce que c'est le cas de le dire, hein, Douala est sous les eaux. Oui, Douala est plus dans l'eau. Douala, c'est une petite île déjà. Hein. Donc, il a suffi de 2 jours de pluie non-stop pour faire sortir le fleuve Bori, qui est le principal fleuve du littoral du Cameroun, de son lit. Donc, vous avez eu les images, c'est grave parce qu'on attend encore le bilan du gouvernement. Ok. Alors, donc, il pleut très fort. Et est-ce que c'est la combinaison de 2 facteurs, c'est-à-dire des pluies fortes, des pluies diluviennes, et en même temps des problèmes d'assainissement? Les canaux d'évacuation des eaux doivent être bouchés ou des fois n'existent pas. La ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme du Cameroun a dépêché hier son secrétaire général pour venir faire l'évaluation des dégâts causés par ces inondations-là. Et dans son message, elle avait bien énuméré les différentes missions qu'elle a assignées à son secrétaire général. Il s'agissait donc de voir les constructions anarchiques sur les drains de la ville. Il s'agissait de voir le non-respect de la loi sur l'habitat par les populations de Douala. Et il s'agissait de voir plein de choses comme ces bouteilles plastiques-là qui émergent de l'eau et savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est des populations qui ont transformé les drains en poubelles? Parce que oui, les populations déversent leurs déchets dans les caniveaux. Donc tout cela combiné serait donc la cause des inondations du 21 août. Mais Carole, moi j'ai une question à poser. Les pouvoirs publics sont là pour jouer leur rôle, faire de la sensibilisation pour que les populations ne jettent pas n'importe quoi dans les caniveaux, mais ils sont là également
pour faire en sorte que... parce que quand on entend parler de construction anarchique, on a l'impression que l'État n'existe pas. C'est-à-dire, comment se fait-il que quelqu'un peut construire une maison sans que l'État ne donne son OK? Une maison, c'est pas quand même une boîte d'allumettes. Bien sûr, vous allez voir ces personnes-là qui, au lendemain de la construction de leurs belles villas, de leurs beaux immeubles, sont détruits par les communautés urbaines. On se demande bien où était la communauté lorsque ces personnes-là construisaient. Et ces personnes, lorsque nous allons sur le terrain, vous brandissent des permis de bâtir en bonne et due forme. Hein. Et vous savez très bien que c'est un secret polichinelle que le Cameroun est l'un des pays les plus corrompus au monde. Donc, on se demande comment ces personnes ont pu avoir des permis de bâtir en bonne et due forme délivrés par les autorités administratives locales. Bon, OK. Alors, on va peut-être en reparler dans le cours de cette émission. Est-ce que le coronavirus continue de monter ou bien y a-t-il une sorte de ralentissement maintenant? Donc, si je vous dis que je sais ce qui se passe, je vous mentirai. Hein. Je vous mentirai parce que entre comment on dit, la non-divulgation des chiffres au quotidien par le ministère de la Santé, comme cela était le cas depuis le mois de mars, depuis le 6 mars, où s'est déclenchée cette épidémie au Cameroun. Le ministre a décidé du jour au lendemain, parce que une certaine frange de la population se plaignait de la psychose que les chiffres causaient au sein de la population. Le ministre a donc dit, OK, d'accord, bon, vous ne voulez plus que je diffuse les chiffres tous les jours, eh bien je vais le faire, je vais stopper, je vais le faire une fois par semaine, sinon je ne vais même pas le faire. Donc, les populations demandent en même temps le beurre et l'argent du beurre. Donc, on ne sait pas exactement, on ne sait plus combien on en est. Mais en début de semaine, j'entendais la chaîne nationale parler de 18 000 époussières de cas au Cameroun et près de 400 et plus décès. Voilà. D'accord. Donc, je pense que c'est là qu'on en est aujourd'hui. Il y a de moins en moins de psychose au sein de la population. J'étais à un deuil hier. Un deuil de l'épouse d'un célèbre avocat. Je vous assure, il y avait près de 8 bâches, hein, les bâches pour recueillir les différentes personnes. Les bâches étaient pleines à craquer et les personnes qui y étaient avaient arboré leur masque, mais le masque était baissé au niveau du menton, donc il ne couvrait ni la bouche ni le nez. Donc, il y a un certain délaissement de la population par rapport à cette maladie. On a dit, bon, tant faire se peut, hein. Si je l'attrape, je vais voir mon Seigneur Kéda, il va me donner sa potion et je vais guérir. D'accord. Merci bien, Carole. Alors, il faut qu'on retienne bien que vous n'êtes plus à Yaoundé, que vous êtes maintenant à Douala. Et Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Là-bas, l'argent circule et l'argent travaille. J'espère que vous allez en garder pour la belle radio et télévision. Il circule en cachette. Qui a besoin de beaucoup d'argent. N'est-ce pas? Il circule en cachette, Georges. En cachette. Il circule en cachette. Mais là-bas, c'est le monde des affaires. OK, d'accord. On vous retrouve tout à l'heure. Oui, mais je reste quand même, je reste à cheval hein, entre les deux capitales. Il ne faut pas que les téléspectateurs de Yaoundé se sentent délaissés. Non, non, j'y serai souvent. Je ferai souvent des directs sur Ça va choquer depuis la capitale Yaoundé également. OK. On vous retrouve tout à l'heure. J'avais envie de dire on part à Accra, mais Accra est dans le noir. Bon, heureusement qu'il fait encore jour. Accra est dans le noir. Une grosse interruption de la distribution d'électricité fait qu'on ne peut pas avoir maintenant Sabrina. Bon, on lui dit bonjour tout de même. Et on va continuer notre randonnée, nous retrouver maintenant à Dakar pour parler avec Nogueï. Bonjour Nogueï. Georges. Bonjour Nogueï. Bonjour Georges. Oh, votre bonjour manque de tonicité, non? Non? Bonjour Georges. Voilà, vous êtes refroidi aussi par les pluies là-bas? Non, pourtant pas. Non. Dakar n'a pas encore les pieds sous l'eau comme à Douala. C'est une situation que nous gérons pour le moment. Il n'y a pas de très forte pluie. Donc ça va. Nous avons plus un autre problème. Tout le temps, le coronavirus et explosion des cas.
et la découverte du nitrate d'ammonium aussi à Dakar, qui nous a fait un choc. Sans compter le problème de la CEDEAO avec le Mali et l'intervention du président Macky Sall. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je m'arrête là, juste concernant la CEDEAO. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dit qu'il faut rétablir le président Ibeka dans ses fonctions de président de la République après le putsch que nous avons eu. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que c'est une situation très compliquée. Je pense que le pouvoir devrait être remis aux civils et qu'il ne doit pas y avoir d'intervention militaire parce que ça provoquerait actuellement un chaos total. Comme le dit le président Macky Sall, contrairement au président de la Côte d'Ivoire, l'intervention militaire n'est pas une solution. Et redonner aussi le pouvoir à Ibeka n'est pas aussi une solution. Donc la solution, ce serait plutôt de redonner le pouvoir aux civils et de réorganiser des élections pour pouvoir avoir un calme total. Et surtout, préserver la société civile. C'est ça qui est le plus important pour maintenir cette stabilité-là. Alors, donc vous parlez de stabilité, mais bon, ce n'est pas toujours très évident. Il faut que les présidents aussi ils apprennent à, on va dire quoi, pratiquer la bonne gouvernance pour que les peuples ne se soulèvent pas. Et puis cette réaction de la CEDEAO, bon, tout le monde la comprend, mais on a envie de dire que c'est une réaction pour la forme. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que c'est une réaction exactement pour la forme et qu'elle n'est pas très honnête. Et tout vient je pense que tout vient du président. Il est temps que les présidents africains prennent leurs responsabilités parce qu'il ne faut pas tout le temps qu'on les sorte sur le coup de l'humiliation et que le peuple reprenne sa place. À chaque fois, il faut qu'il reparle de troisième mandat et que le peuple redemande sa souveraineté pour que toute la situation puisse être remise en place. Je pense que ça donne une mauvaise image de l'Afrique au niveau du monde. C'est une situation très honteuse pour nous où nous sommes tout le temps dans les problèmes de démocratie, de souveraineté. Alors qu'on est de gouvernance, alors qu'on devrait avoir d'autres problèmes, comme par exemple un problème de développement économique, un problème des infrastructures, de l'économie, de développement pour pouvoir être au devant sur ce nouvel ordre mondial là qui est en train de se dessiner. Mais pas être toujours dans les problèmes de bonne gouvernance, problèmes de démocratie, de dictature. Franchement, c'est une honte pour l'Afrique. Oui, ça commence à être lassant, ça commence à être fatigant. On aurait bien voulu, comme vous le dites, être plutôt à fond dans faire focus dans les questions véritables de développement plutôt que d'être toujours coincé par ces problèmes politiques qui n'en finissent pas. Et Nogueï, pendant que vous parliez, j'ai vu que ici sur notre plateau, Axel acquiesçait, disait « Ok, je crois que je suis d'accord avec Nogueï », n'est-ce pas? Toujours les mêmes problèmes, toujours on est en 2020, beaucoup de pays ont fêté leur 60e anniversaire d'indépendance, on parle toujours des mêmes choses, même dans les romans post-indépendance, oui, c'était ça en fait, la mauvaise gérance, la mauvaise gouvernance, les gouvernements corrompus, Fela Kuti, les gouvernements corrompus, il est décédé il y a des années et en 2020 encore, on parle toujours de la même chose quand même. Il y a des maladies comme par exemple le choléra qui n'existe pratiquement plus en Europe en fait, mais nous on a toujours les mêmes problèmes. Ça devrait être gênant. On devrait passer à autre chose. On peut dire que la malgouvernance est une forme de choléra pour les pays africains. Non, mais c'est quand même abusé. C'est quand même abusé parce que pendant des mois et des mois, le Mali était en feu. En fait, les gens protestaient, les gens n'étaient pas d'accord. Tellement de marches et de plaintes et de cris, etc., etc. Mais le président n'a rien fait et c'est vrai que le coup d'État n'est pas justifiable. Ce n'est pas une bonne manière de changer de régime. Mais quand même, il aurait pu écouter son peuple parce que la démocratie, il a été élu par le peuple et il est là pour le peuple en fait. Donc quand le peuple n'est pas d'accord, il doit quand même écouter en fait ce que le peuple dit et si le peuple ne veut plus de lui, mais qu'il ait la sagesse
de se retirer en fait. Voilà. Et finalement maintenant il s'est retiré par la force. Oui, et c'est tellement qu'il démissionne comme ça, c'est tellement, on sait que c'est forcé, même s'il l'a dit, on sait que c'est forcé, c'est à cause du coup d'État. C'est gênant, c'est honteux, c'est embarrassant. Et c'est fatigant et c'est lassant. Voilà. Alors, le président américain, l'ex-président américain, Zita, disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Mais qu'est-ce que ça vaut des institutions fortes si on n'a pas des hommes qui veulent bien les respecter, qui veulent bien en tenir compte? C'est compliqué, hein? C'est très compliqué. Quand il dit l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Alors dans fort, peut-être nous on va mettre des gens au leadership avéré, des gens qui savent respecter les lois. Voilà, parce qu'il faut être fort pour pouvoir construire des institutions fortes. Parce que si on est corrompu, si on est toujours dans des magouilles à vouloir forcer pour rester au pouvoir, comme c'est le cas d'Ibeka depuis des mois, le peuple est dans la rue, demande à ce monsieur de s'en aller. Je crois que s'il l'aurait fait comme le peuple l'a demandé, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc c'est tout ça là qui fait en sorte que nous ne pouvons pas en aucun jour, enfin si nous ne changeons pas de mentalité, nous ne pouvons pas avoir des institutions fortes. Okay. Alors c'est bien noté et pendant que tout le monde parle du Mali, eh bien tout le monde également a un regard porté sur la Côte d'Ivoire parce que là-bas également ça bouge, tout le monde a un regard porté sur la Guinée et si d'aventure on ne sait jamais, hein, on touche du bois, mais si les choses tournent mal, eh bien la CEDEAO va encore s'élever pour dire bon il faut rétablir l'ordre constitutionnel alors que c'est maintenant le moment d'agir. Bon, je pense que les politiques, ils ont tout le temps de parler de tout ça. Hein. Nous, aujourd'hui, on a décidé de continuer de célébrer le 3e anniversaire de Label Radio et Télévision, la chaîne panafricaine et internationale. Je rappelle que nous avons cette belle écharpe là, hein, et pendant que Axel elle a une belle coiffe sur la tête et notre cher Zita, juste un petit bandeau dans ses cheveux. Et pour marquer le coup, nous avons décidé de discuter avec vous, chers amis téléspectateurs, il n'y a pas que les Georgettes, téléspectateurs et auditeurs. N'oubliez pas notre numéro de téléphone, c'est le plus 241 74 55 11 02 si vous appelez d'un pays en dehors du Gabon. Et c'est le 074 55 11 02 si vous appelez du Gabon et de n'importe laquelle des villes du Gabon. Alors on y va, on va parler de communication encore une fois, communication audiovisuelle. Pourquoi ce secteur qui paraît en tout cas si porteur n'attire pas suffisamment d'entrepreneurs africains? En Afrique, les médias peuvent avoir un meilleur visage si l'on se rend compte qu'il s'agit d'un secteur porteur. Ce secteur n'est pas aussi développé que dans le monde occidental, par exemple. Le secteur des médias peut aider à réduire le chômage par la mise à disposition de nombreux postes de travail, car en plus des journalistes, animateurs, réalisateurs, monteurs et bien d'autres, une entreprise de médias comporte les métiers classiques que sont les assistants de direction, les comptables, les informaticiens, etc. La création de structures de production accompagnant les sociétés de médias sont tout aussi pourvoyeuses d'emplois. Et puis l'argent investi dans ce secteur peut rapporter par le biais de la publicité et de partenariats. Par ailleurs, en tant que quatrième pouvoir, les médias peuvent promouvoir la démocratie, le développement de la technologie, la revitalisation de la culture. Pourquoi donc, avec un tableau aussi prometteur, les gouvernements, les institutions diverses, les opérateurs économiques rechignent, s'investir et investir dans le développement des médias? Que faut-il agiter pour que les Africains acceptent de disposer de grands médias? Qu'en dites-vous? À vous la parole. La parole est ouverte et encore une fois, vous avez la possibilité de nous appeler si vous nous suivez de votre poste de radio, de votre téléphone portable ou de votre poste téléviseur. Je rappelle nos numéros de téléphone qui s'affichent déjà, ça c'est pour les téléspectateurs, mais pour les auditeurs, eh bien c'est bien le plus 241 74 55 11 02 pour ceux qui sont en dehors du Gabon et le 074 55 11
0002 pour ceux qui sont au Gabon. Pourquoi ce secteur de l'audiovisuel attire très peu de gens, attire très peu de mania, on va dire, parce qu'il faut y mettre de l'argent et puis on peut y gagner de l'argent. C'est ce qu'a dit tout à l'heure dans le sujet que vous avez suivi, c'est ce qu'a dit Axel. En attendant que vous réagissiez, mesdames et messieurs, on va reprendre la direction de Milan. Là-bas, je crois que les sociétés de production, les chaînes de radio et de télévision brassent beaucoup d'argent. Adrienne. En effet, ils brassent beaucoup d'argent. Et j'ai essayé de faire une petite étude. J'ai vu que l'Italie compte à peu près 421 chaînes de télévision. Ah oui? Voilà. 421 chaînes de télévision. Donc elles sont là pas pour le plaisir d'être là, elles sont là parce que ça rapporte. Oui, ça rapporte dans tous les cas. Et malheureusement chez nous, le problème qui se pose, c'est tout ce qu'on vient de détailler, la mauvaise gouvernance de nos dirigeants. À l'instant précis, on devait être connecté avec Sabrina, mais il y a une coupure d'électricité. Tout ça, ce sont des choses qui manquent réellement à l'Afrique. Oui, c'est compliqué. Il faut que les choses changent. Parce que même s'il y a de gros investisseurs et qu'on n'a pas l'électricité dans certains gros villages ou bien dans certaines villes, les journalistes ont beau travailler, ça ne passera pas. L'industrie ne peut pas marcher. Alors, il faut dire qu'en Italie, par exemple, un monsieur comme Berlusconi est passé des affaires justement de radio et de télévision à la politique et de la politique à la télévision. Parlez-nous un peu de ce monsieur. C'est un magnat des médias, comme on dit. M. Berlusconi, comme vous venez de le dire, c'est vrai, il a eu l'idée de créer des chaînes de télé. Jusqu'à même, il y a une autre qui est en Espagne. Donc, les principales, c'est Canale 5, je donne les Canale 5, ça veut dire Canal 5. Canal 5, voilà. Et puis Italia 1, c'est-à-dire Italie 1. Et puis Rete 4, c'est-à-dire la chaîne 4. Donc, c'était un peu partagé, c'est-à-dire Canale 5 représentait un peu, disons, le quotidien, toutes les informations qui concernent le monde entier, on va dire un peu plus sérieux. Et puis, Italia 1 va s'occuper spécialement des jeunes gens. Et Rete 4 est plutôt conseillé, enfin, on va dire tout ce qui concerne les femmes, c'est-à-dire là-bas, on a toute la programmation des telenovelas, tout ce qui vient du Mexique, du Brésil et tout ça. Donc, il a pu quand même acquérir plein d'auditeurs et ça fait que, franchement, en plus, puisque ce sont des télés privées, il a su brasser pas mal d'argent parce que la publicité aussi compte. La publicité compte beaucoup. Voilà. Et malheureusement, chez nous en Afrique, je veux dire, même si on devait faire la publicité, je ne crois pas que la ménagère de la famille moyenne, elle a vu ça à la télé et puis elle sort du marché, elle va aller au supermarché peut-être pour acheter ce qu'elle a vu à la télé. Non, c'est une autre mentalité. C'est une autre mentalité. Ne vous en faites pas, ça va venir parce que non, ça viendra. Le développement est en cours. Ça, c'est ça. On a dit qu'on vient pas, ça viendra, c'est sûr. Et moi, c'est mon souhait parce que avec tout ce que nous sommes en train de voir autour de nous, il va falloir que nous ayons assez de courage et puis de chercher à bâtir et que surtout nos dirigeants nous permettent aussi de travailler parce qu'avec tout ce qu'on est en train de voir, je veux dire que même si j'avais des fonds, je vais d'abord cantonner avant de dire que je vais aller investir en Côte d'Ivoire parce qu'en ce moment, s'il y a des microbes qui sont dans les rues parce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un troisième mandat, vous comprenez que quelqu'un va pas aller. C'est pas une atmosphère propice au développement de n'importe laquelle des activités. Ok, on a bien compris. Est-ce que les chaînes de télé jouent un rôle important donc dans la société italienne? Il est difficile de s'en passer, n'est-ce pas? Et on voit que c'est un secteur. La connexion est mauvaise. On voit que c'est un secteur qui rapporte beaucoup d'argent. La connexion est mauvaise. J'ai rien entendu. La connexion est très mauvaise. On voit que c'est un secteur qui rapporte beaucoup d'argent en Italie. Oui. Bon. La connexion est mauvaise. Alors je vous reprends tout à l'heure. Je reviens sur notre plateau ici avec Zita. On a dit que le développement des médias
audiovisuel permet de gagner de l'argent, permet de gagner, de créer des emplois, permet à la démocratie d'avancer, permet le développement de la technologie, etc. Alors, quel est l'aspect qui vous intéresse le plus, vous? Bon, moi, l'aspect qui m'intéresse beaucoup plus dans les médias, c'est le rôle qui joue, le rôle du... En fait, il promeut, les médias sont là pour promouvoir la culture. Et c'est surtout en Afrique, étant donné que après des années, des centaines d'années d'esclavage, des années de colonisation, l'Afrique, la culture africaine je crois qu'on l'a même dit la semaine dernière, a tendance à disparaître, quoi, selon les statistiques et les diverses études à travers le monde. La culture africaine semble malmenée un peu partout. Voilà, à travers d'autres cultures, surtout la culture occidentale. Donc les médias sont là pour pouvoir éveiller remettre les choses en place, éveiller des consciences, mettre des choses à disposition de la jeunesse que nous sommes, qui sont aujourd'hui en train de perdre notre identité. Donc, si les promoteurs, des investisseurs, des hommes politiques doivent vraiment injecter de l'argent dans ce secteur-là, parce que si on met des vrais programmes, on met des choses en place, cela permettra à ce que non seulement nous ne puissions plus, nous le public, nous retourner vers nos médias et se concentrer au détriment des médias occidentaux. Nous allons suivre nos médias et sur ça là, nous allons... Ils auront les retours sur investissement. Ils auront de l'argent de retour pour ce dont ils ont investi. Donc ça rapporte de l'argent et ça permet de développer, et de valoriser la culture. Ça permet de valoriser la culture et il y a aussi le côté démocratie. Parce que voilà, les médias sont aussi là pour prôner la démocratie dans nos différents États, chose qui nous manque. De quelle façon? Bon, comment est-ce que les médias sont là pour jouer le rôle de relais? Ce sont les médiateurs entre les politiques et les populations. Parce que lorsque, par exemple, je prends tout récemment, le président Ali Bongo a fait un discours. Le traditionnel discours à la nation. La maman ou le papa qui se retrouve à Meyo, qui est chez moi, ou bien à Moulengi Binza, ou même à Libreville, ou même aussi à Libreville, ne comprend pas. Il ne comprend pas tout forcément. Ne comprend pas tout forcément. Il faut expliquer. Il faut expliquer. Donc, les médias sont là, les journalistes sont là pour décrypter le discours du président pour pouvoir expliquer aux populations que quand le président a dit telle chose, voilà ce qu'il en vient. Je crois que tout ça là, donc ça permet de créer une certaine adhésion, voilà, ou non, voilà. de pouvoir de mettre les populations, et aussi ils sont aussi là pour éduquer. Ils sont là pour informer, éduquer et distraire, et toutes ces choses font en sorte que c'est un secteur vraiment porteur où les investisseurs doivent s'intéresser, surtout nous, les Africains. Parce que, par exemple, j'ai vu une étude où on nous disait, par exemple, notre chaîne nationale, la une, comme on l'appelle communément ici, on nous disait qu'il faut au moins 3 milliards de francs CFA pour le fonctionnement de ces médias-là, pour le bon fonctionnement de ces médias-là. Donc, je crois que si l'État investit cet argent-là, encore qu'au niveau de l'État, c'est peut-être un service public, mais au niveau du privé, je crois que si ces personnes-là investissent, franchement, ils auront, comme je le disais tantôt, ils auront le retour sur investissement. Ok, je crois que c'est bien clair, c'est bien noté, et nous attendons aussi des réactions de la part de nos auditeurs et de nos téléspectateurs. Prenons le temps maintenant de retrouver Nogueï à Dakar. Qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi les hommes d'affaires, on va parler de cette façon, qu'on met tous dans l'expression opérateurs économiques, pourquoi ils rechignent à s'engager, à mettre de l'argent et beaucoup d'argent dans le développement des médias, notamment audiovisuels?
Nogaï? Oui, en fait, je pense qu'au niveau des médias, tout le monde sait qu'avec les médias et les DIC, là où ça passe en développement. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui que l'on ne discute pas. Après, il est indéniable que les médias aujourd'hui symbolisent franchement un domaine où il y a énormément de création d'emplois, notamment avec la transition digitale que nous venons de connaître, avec les sites de e-commerce, comme par exemple Amazon, ou là, Dakar, il y a Expat Dakar. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, où on a tendance à dire que les médias traditionnels vont disparaître d'ici peu de temps, une étude de The Guardian montre que d'ici 140 ans, il y aura énormément d'emplois qui seront créés grâce à la technologie, grâce aux médias, et surtout aux médias audiovisuels. Après, je veux plus me consacrer sur le côté démocratique, en fait, en ce qui concerne les investisseurs et tout. Je pense que tout se résume, tout est en concordance avec ce qu'on venait de dire tout à l'heure. Quand il y a un problème d'institution en Afrique, d'institution forte, c'est plutôt parce qu'il y a un hyper-présidentialisme axé autour d'une seule personne. Et c'est le même problème avec les médias. Au niveau des médias, les médias symbolisent le quatrième pouvoir, c'est-à-dire ce sont les champs de garde de la démocratie, ils symbolisent l'équilibre de la société. Ils sont chargés d'informer la société, de maintenir l'équilibre démocratique et se mettre au courant les autorités publiques pour pouvoir régler un problème d'autorité publique. Après, je pense que c'est plutôt un problème de lobby, s'ils ont un problème d'investissement. Peut-être que parce que c'est un problème beaucoup plus profond que ça, mais c'est un secteur qui génère énormément d'argent. Et quand on parle par exemple du niveau de la culture, je pense que les médias aujourd'hui, la guerre ne se fera pas au niveau des arts, mais plutôt au niveau de l'audiovisuel. Et Hollywood, par exemple, l'a compris, les États-Unis l'ont compris. Il y a une forte collaboration entre Hollywood et Washington. On peut utiliser par exemple les médias. Si on prend l'idée de label, les médias, avoir un média panafricain pour redorer l'Afrique, montrer une belle image de l'Afrique, montrer notre culture, nos valeurs et montrer les grandes identités, les grandes personnes qui se sont battues pour nos valeurs, pour notre indépendance, par exemple. Je pense que le média africain aujourd'hui a un grand rôle à jouer dans le futur pour notre développement, pour notre identité culturelle et pour qu'on puisse être reconnu et respecté à travers nous. Après, je pense que c'est un travail au niveau des gouvernements et au niveau des médias nous-mêmes pour les pousser à s'investir économiquement et pour nous donner du pouvoir. Pourquoi pas avoir nous aussi notre Netflix africain. Voilà, je n'enlèverai rien à ce que Nogaï a dit. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Je crois que, encore une fois, Axel est totalement d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous avez à rajouter à ce que nous sommes en train de dire? Adrienne a dit qu'en Italie, eh bien, ça marche très fort avec plus de 400 chaînes de télévision. Zita a renchéri pour dire que les médias audiovisuels permettent de développer la culture, de revaloriser la culture et de gagner de l'argent. Là, nous avons eu tout à l'heure l'intervention de Nogaï. Vous ajoutez quoi, Axel? Que les médias permettent de créer des emplois. Des emplois. Voilà, journalistes, techniciens de surface, monteurs, réalisateurs. Il y a tellement de personnes de nos jours qui sont au chômage, qui pourraient être employées si l'on développait le secteur des médias. Et comme elles ont tout dit, les médias, en fait, ça génère beaucoup d'argent parce que si... on voit par exemple, on va prendre le cas phare, en fait, ce sont les États-Unis. Les États-Unis, c'est le numéro 3 dans la production des films, mais ils possèdent 80% du marché. Le premier, c'est Bollywood, deuxième, Nollywood, Nigeria, le troisième, c'est Hollywood. Et on voit que les réalisateurs américains, producteurs, réalisateurs, ils sont riches à milliards, en fait. Ouais. Et donc, ils ne font que ça, ils produisent des films. Et quand on voit les sommes qui sont dépensées pour les films, c'est incroyable en fait. C'est des millions et des millions de dollars et ça rapporte en fait beaucoup plus. Par exemple, les films comme Avengers, les films comme Fast and Furious, ce sont des films en fait, voilà, des blockbusters déjà. On dépense beaucoup d'argent, mais ça rapporte encore plus. Okay. Je pense Avengers, c'était 2 milliards de dollars juste pour ce film. Et, non, Avengers Endgame et Avengers Infinity War, parce qu'il y a beaucoup d'Avengers. Chaque film a rapporté 2 milliards de dollars.
et Fast and Furious, je pense, le numéro 7, a rapporté 1 milliard de dollars en fait. Donc c'est un secteur qui rapporte énormément d'argent. Mais pour ça, il faut avoir des produits de qualité. Parce que quand on regarde ces films, on voit bien les effets spéciaux. Des fois, il faut y mettre de l'argent encore. Mais justement, voilà. En fait, on voit en fait les effets spéciaux. Certains de nos films africains, quand on voit les effets spéciaux, on sait que ça fait trop en fait jeu, ça fait trop amateur en fait. Alors que pour eux, quand on voit les films par exemple asiatiques, les films américains, on voit ça a l'air tellement vrai, c'est tellement bien travaillé qu'il faut vraiment qu'on sache que c'est un film pour ne pas penser que ce soit vrai en fait. Donc il faut beaucoup d'argent, ça rapporte beaucoup d'argent. Et ça permet aussi de créer des histoires. Alors c'est l'occasion peut-être d'interpeller, pourquoi pas le grand Dangote, l'un des hommes les plus riches d'Afrique. Il faut mettre de l'argent dans les médias et les portes par exemple de la belle radio et télévision sont ouvertes. C'est l'occasion aussi, pourquoi pas, d'appeler M. Jean Kakou Diagou, qui est en Côte d'Ivoire. Voici de grands leaders, voici de grands opérateurs africains. Eh bien, il est temps d'injecter de l'argent dans les médias. Vous allez voir que ça rapporte autant que les assurances, autant que la banque, autant que le ciment, ça rapporte. Et donc, on attend que ça se fasse. Et je crois que Carole ne va pas nous dire le contraire. Carole qui est maintenant à Yaoundé, qui est à Douala, qui a quitté Yaoundé, parce qu'à Douala, il y a beaucoup plus d'argent, mais elle a dit qu'elle ne voit pas l'argent circuler, mais il y a quand même beaucoup d'argent à Douala. Carole? Oui, Jean. Posez-moi votre question. Oui. Alors, on s'entend. J'attends votre question. Alors, Carole, au Cameroun, il y a beaucoup de chaînes de radio et de télévision. Bien sûr. Oui, alors ça veut dire... Pas comme en Italie. Hein, non. Pas comme en Italie. En Italie, il y en a plus de 400. Non. Mais ça vient. De plus en plus, on comprend qu'il faut injecter de l'argent dans les chaînes de radio et de télévision. Et c'est un peu notre débat à l'occasion justement du 3e anniversaire de Label Radio et Télévision. Je pense que je n'ai presque rien à ajouter à ce que ont dit les autres Georgettes. Hein. Si ce n'est pas que les États africains vraiment déçoivent beaucoup la jeunesse. Déçoivent beaucoup les populations, les États, les gouvernements. Je me demande par exemple à quoi servent les ministères du tourisme dans les États africains, parce que c'est à eux, ce n'est pas au ministère seulement, au ministère de la communication, de veiller à l'éthique, à la déontologie, au respect de tout ça dans les médias, mais le ministère du tourisme et des loisirs des États africains, c'est son rôle de promouvoir. Le média, c'est un patrimoine culturel d'un pays. Donc, je ne sais pas à quoi ces ministères-là servent. Moi, j'ai jamais, depuis que je fais la télévision, jamais vu la visite d'un ministre du tourisme dans le média, dans le travail. Jamais. J'ai jamais entendu qu'un ministre du tourisme a fait la tournée des médias pour voir comment il pourrait, à son niveau, promouvoir ces chaînes-là. Le ministère de la Communication, lui, son rôle, une fois l'année, c'est de faire la liste des différents médias qui n'étaient pas très très durs envers le gouvernement, pour leur filer quelques francs CFA qu'ils appellent aide à la presse privée ou à la subvention à la presse, je ne sais pas quoi. Mais je pense que nos États vraiment ne nous aident pas. Nos États, ça doit commencer par là. Le gouvernement, vraiment, c'est décevant. Vous pouvez avoir une initiative d'ouvrir une chaîne de télévision. Nokaya a dit tout à l'heure qu'elle a prononcé le mot de lobby. Elle a parlé de lobby. Nous avons, ici au Cameroun, quand tu veux ouvrir une chaîne de télévision, il faudrait aller voir certains partenaires avec qui tu vas devoir signer de ces contrats qui n'ont souvent rien à voir avec ton métier, parce qu'il faut être dans le lobby, il faut être ceci, et on va t'imposer une ligne éditoriale que tu n'avais pas dès le départ. Donc, il y a ce problème-là de la politique médiatique des États africains. Il y a aussi la culture africaine qui manque à nos populations. On n'a pas
quand vous avez passé le thème en milieu de semaine, j'ai causé avec certaines personnes, j'ai fait un petit sondage sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp notamment. Je demandais aux gens combien est-ce que tu regardes la télévision et qu'est-ce que tu regardes à la télévision. La plupart des personnes me disent non, moi je regarde vraiment rarement la télé. Je suis au bureau, je travaille, je m'occupe à mon business. Je dis, mais même dimanche, tu ne travailles pas dimanche, qu'est-ce que tu fais dimanche? Je dis, oui, en tout cas, je vais dans mes cantines, je n'ai vraiment pas le temps. Le jour où je n'ai pas de cantine, je peux regarder peut-être les documentaires sur la culture, les petits documentaires. Vraiment, le sous-développement est aussi un gros handicap pour le développement des médias. Le sous-développement. Quand un pays est sous-développé, quand les populations manquent de quoi manger, qui va regarder la télé? Et il y a une certaine anarchie dans la communication. Les gens ont déjà trouvé les moyens faciles de se faire connaître. Ils roulent des pamphlets sur les poteaux électriques, sur les murs des maisons sans autorisation. Il se dit, il y a une certaine anarchie. Les gens ont trouvé un moyen de bandit, moi j'appelle ça comme ça, excusez-moi le terme, un moyen de bandit pour faire la communication sans passer par les canaux standards. Mais je suis hyper déçue. Il faut des instances de régulation fortes. Il faut organiser un secteur. Il faut que le média ne soit pas considéré comme un mendiant. Il faut que le média soit considéré par l'État comme une force partenaire au développement d'un pays. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, Carole. Votre conclusion est très importante. Il faut que tout le monde se rende compte que les médias sont un partenaire, moi je vais ajouter incontournable, au développement d'un pays. Et nous allons passer de la parole à l'acte en vous proposant un clip, mais ce n'est pas un clip gratuit, c'est un clip d'un jeune Tanzanien qui marche très bien, qui s'appelle Diamond Platinum. Et regardez bien ce clip qui est intitulé Salomé. C'est un clip qui magnifie la culture africaine tout simplement. Voilà, et c'est une belle illustration de ce que nous disons. Voilà, c'est un bon mix de danse moderne et de danse traditionnelle, le talent associé, de belles images, en tout cas tout ce qu'il faut pour faire en sorte que la musique et la culture africaine soient davantage valorisées par nos médias. Et c'est notre objectif pendant que nous célébrons ce 3e anniversaire de la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale qui a besoin de vous politiques, qui a besoin de vous grands entrepreneurs, qui a besoin de tous, du public pour faire toujours des pas en avant. Et maintenant, nous allons donner la parole à notre chère amie Marie-Paul Rudombina pour nous donner quelques repères en matière d'art et de culture. Le zigzag qui va être suivi, attention, de fou rire. La 6e édition de Cinéma au musée a eu lieu du 16 au 19 août au musée archéologique de Sousse, sous le signe du dialogue et d'échange entre les acteurs de la société civile de la Tunisie. Il y a également eu une exposition inédite intitulée La perle du sel dans la mémoire des images, qui se poursuit jusqu'au 31 août à la salle d'exposition du musée archéologique de Sousse. Malgré le coronavirus, se tiendra cette année la 34e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 27 septembre au 31 octobre 2020. Montréal, à cet effet, vivra au rythme de toutes ses cultures avec une programmation hors du commun, comprenant 25 concerts en salle et 8 web-diffusions. Le 13 février 2020, la rumba congolaise sera au contrôle de la scène parisienne avec la légende Kofi Olomide. Pour l'artiste, le rendez-vous est considéré comme le plus grand concert de sa vie, donc le défi est énorme pour le patron de Quartier Latin qui va affronter plus de 40 000 spectateurs attendus au Stadium Arena.
Et puis la ville de Zouanoula va accueillir du 23 au 26 décembre 2020 la première édition du Zouanoula Phoenix Festival, une initiative de Roméo Brandby, danseur professionnel ivoirien installé à Strasbourg en France. Intervenant le 19 août par visioconférence lors d'une conférence de presse qui a eu pour cadre le CNAC Cocody Angré, le chorégraphe a levé le voile sur le contexte du festival. C'est tout pour ce zigzag culturel. On se donne rendez-vous samedi prochain. Surtout n'oubliez pas, sortez couverts et respectez les gestes barrières pour tenter de limiter la propagation du Covid-19. Mon colonel, oui. Pourquoi vous avez fait ce coup d'État? Quel coup d'État? Non mais vous les Maliens là, vous ne comprenez pas. Est-ce que vous connaissez? Le coup d'État, c'est quoi? Il ne faut pas confondre coup d'État avec coup de tête. Hein. Il y a coup d'État, il y a coup de tête. On parle de coup d'État. On parle de coup d'État quand il y a un État dans un pays. Mais quand il n'y a pas d'État, il n'y a que des têtes à la tête du pays, on ne parle que de coup de tête. C'est un coup de tête. Le coup d'État là, ça n'existe même pas. Parce que on va faire partie de la tête, l'État là va rester. Si on change de tête, on va amener un changement, c'est tout. Sinon, ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup de tête. Voilà, c'est bien clair, hein. Il faut faire la différence entre un coup d'État et un coup de tête. En tout cas, la semaine qui vient de s'écouler nous a permis de faire cette différence. Et sans transition, nous allons aller au Cameroun, pas pour retrouver, oui, on va retrouver quand même Carole, mais en compagnie d'un grand monsieur, un prélat, Monseigneur Cléda, qui fait beaucoup dans le traitement contre le coronavirus, et il est en train de vider les hôpitaux de malades du coronavirus. En tout cas, nous avons décidé de lui décerner aujourd'hui la Palme d'Or. S'il est un homme sur lequel l'État camerounais a reposé ses espoirs pour l'aider à éradiquer le coronavirus dans le pays, c'est bien lui, Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de la ville de Douala, qui a mis sur pied au mois d'avril 2020 une composition à base de plantes naturelles pour traiter les malades atteints de Covid-19. Le produit était d'abord administré aux patients des formations sanitaires catholiques avant sa reconnaissance officielle par le gouvernement un mois plus tard et le soutien financier des opérateurs économiques qui ont voulu appuyer sa production. J'avais déjà dit que si on réussit à donner le produit à tous ceux qui sont infectés, il n'y aura plus de morts. Le produit a un pouvoir très fort. Une fois que vous prenez le produit, le virus est vaincu. Le prélat n'est pas seulement connu pour ses fonctions de prêtre à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, où il officie. Sa réputation d'excellent tradithérapeute le suit depuis ses débuts dans le service religieux. Aujourd'hui, Monseigneur Cléda dresse fièrement le bilan de ses recherches sur le coronavirus. Et nous observons ces jours-ci que les nombres de patients, du moins ceux qui viennent dans nos formations de santé, diminuent de jour en jour. Et nous sommes à peu près aujourd'hui à 6 000 patients qui ont pris le produit. Lors d'une conférence de presse au mois de juin où il présentait ces deux produits, l'Elixir Covid et l'Adza Covid, Monseigneur Samuel Cléda avait déclaré que son traitement est disponible et gratuit pour tout pays touché par la pandémie. Combien de personnes on a enterré?
En tout cas, bravo à Monseigneur Samuel Cléda, bravo. En tout cas, nous avons décidé de vous décerner la palme d'or et ce n'est pas rien que de sortir tous ces malades des hôpitaux, en tout cas de les sortir guéris. Et ça, c'est très important. Et chose très importante également qu'on a relevée dans le sujet commenté par Carole, c'est que les opérateurs économiques ont décidé d'appuyer, de soutenir Monseigneur Samuel Cléda et ça, c'est très important. C'est ce qu'on disait tout à l'heure concernant l'audiovisuel, il faut y mettre de l'argent et voilà, là aussi il faut y mettre de l'argent, mais les médias sont toujours là pour porter cela à la connaissance de tous. Bravo Monseigneur Cléda et continuez de guérir les malades. Je crois que Adrienne va donner cette adresse-là à tous les Italiens et aux Africains qui sont en Italie parce que là-bas c'est un pays où le coronavirus fait des ravages, il a fait des ravages et elle nous l'a dit tout à l'heure, ça continue de monter. Pour saluer la force et le pouvoir de Monseigneur Cléda, nous avons choisi une musique religieuse avec un garçon, un Camerounais qui s'appelle John Duchamp et qui dit « Crois-moi » parce que en plus de savoir guérir les malades, Monseigneur Cléda sait prier pour tout le monde. Alors ça, c'est pour lui faire honneur. Ne faisons pas semblant avec Dieu. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Cameroun, donne-toi Dieu. Zambouo, me mabula nebewo, me zuvo winning jamaya, mangamana kamazama tana sango. Mabo mama mana mauli ululo, mabo. Anyu da medina da kobe kobo, mabo. Misa mama mana yene oye. Anyu le jali sone myama chabo e bobo. My miene nyu. My miene nyu. My miene nyu. My miene nyu le. Mabo my miene ata. My miene nyu. 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 Makarana mamana nyu. My miene nyu. Et ça capone pour moi le sang. Azamite. Gas. Tu m'as créé. Tu as mis dans ma vie les lois. Je devais les respecter, mon Dieu, pour que je te plaise. Je me suis entêté parce que j'ai vu la facilité. Voilà, l'ambiance, elle est bonne sur le plateau éclaté de la belle radio et télévision. En tout cas, si on a pu en plus faire danser Monseigneur Cléda, eh bien là, c'est un bonus, on a gagné, on a tenu notre pari. En tout cas, merci et bravo encore une fois à Monseigneur Samuel Cléda. Et c'est une belle transition pour vous rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes samedi 22 août 2020 et chaque année, depuis 2019 maintenant, le 22 août est une journée sacrée. C'est une journée pendant laquelle on doit pratiquer la tolérance. En tout cas, on y va, on suit ce sujet et puis on se retrouve pour discuter. La journée mondiale de commémoration des personnes victimes de violences en raison de leur religion ou de leur conviction a été mise en place par l'ONU en 2019 et est célébrée le 22 août. En proclamant une telle journée, l'Assemblée générale a aussi accentué la responsabilité des États vis-à-vis de la promotion et de la protection des droits de l'homme, notamment des personnes appartenant à des minorités religieuses. L'ONU condamne aussi les actes de violence et de terrorisme qui continuent d'être commis, en particulier contre les membres de minorités religieuses sous le couvert ou au nom d'une religion ou d'une conviction.
Elle souligne qu'il importe de mener une action préventive globale au niveau local en y associant un vaste ensemble de parties, y compris la société civile et les communautés religieuses. Cette journée a pour but de montrer au monde entier l'existence des persécutions religieuses. La liberté de religion ou de conviction, la liberté d'opinion et d'expression, le droit de réunion pacifique et le droit de liberté d'association sont des droits de l'homme. Ils sont tous interdépendants et se renforcent mutuellement. Le respect de ces droits doit être garanti et doit servir de base dans la lutte contre toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion. Un débat ouvert, constructif et respectueux d'idées au sein d'une société, ainsi que des dialogues interreligieux, interconfessionnels et interculturels au niveau local, national, régional et international peuvent jouer un rôle positif dans la lutte contre la haine et l'incitation à la violence religieuse. Malheureusement, les actes de violence fondés sur la religion ou la conviction demeurent désormais fréquents, notamment contre les personnes appartenant à des minorités religieuses. Le nombre et l'intensité de tels incidents ne cessent de croître et de prendre une portée internationale. Cependant, les médias ont aussi leur rôle à jouer dans l'acceptation de l'autre, car les débats médiatiques sur la supériorité d'une opinion ou d'une religion renforcent le sentiment de haine et créent un fossé entre des individus censés se respecter et s'aimer comme des frères. Une chose est sûre, nous ne serons jamais d'accord sur tout. Respectons l'opinion et la religion de l'autre. Voilà. C'est clair, normalement, on ne devrait même plus commenter cela, mais on sait que l'être humain, il est complexe, il est difficile. Vous êtes chrétienne, moi je suis par exemple animiste. Vous devez m'accepter, n'est-ce pas? Exactement. Je me dois de vous accepter selon vos convictions. Et surtout de ne pas me persécuter. Exactement, surtout de ne pas vous persécuter. Et ce qui est malheureux dans ça, c'est que, surtout en ce qui concerne la religion, c'est que les plus intolérants sont les croyants. Ah. Oui, oh. oui. Les plus intolérants sont les croyants, c'est ce qui est malheureux, alors que normalement la religion promeut l'amour, la paix, l'acceptation de l'autre, aimer l'autre tel qu'il est. Donc moi c'est ce qui m'offusque un peu, parce que je n'arrive pas à comprendre que la religion qui nous enseigne, la tolérance, qui nous enseigne d'aimer l'autre, de l'accepter, mais si nous qui avons c'est chez nous où on trouve beaucoup plus de gens qui sont intolérants, qui ont des préjugés. Du coup, je crois que l'ONU fait bien de mettre une journée de sensibilisation pour continuer, comme vous le dites si bien. On ne devrait plus avoir ce débat. Nous sommes en 2020, mais malheureusement, il est là. Il y a des milliers de personnes qui meurent à travers le monde à cause de leurs convictions, à cause de leur religion, et ça, c'est malheureux. Ok, très bien dit. Direction Dakar, pour retrouver nos gays. Si je ne me trompe pas, au Sénégal, la majorité de la population est musulmane, mais il y a une population chrétienne qui est là, qui existe, et je crois avec un certain nombre de faits qu'on a pu remarquer depuis quelque temps, eh bien ça se passe très bien. Et le Sénégal est un bel exemple comment on va dire ça, d'acceptation des religions. Et comme je le disais, les musulmans supportent très facilement, sans difficulté, les chrétiens qui sont en minorité. Oui, exactement, Georges. Au Sénégal, il y a une parfaite cohésion, une harmonie entre les musulmans et les chrétiens. C'est une de nos plus grandes forces, heureusement, et ça depuis la période de la colonisation. Nous avons une relation vraiment très harmonieuse, où il y a de l'amour. Nous n'avons pas de problème de ce côté-là. Après, je pense que c'est plus un problème d'éducation, parce que la liberté de religion et de conviction, ce sont des droits reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je pense qu'il faut éduquer les populations par rapport à ces droits-là, et aussi observer un renforcement des relations interreligieuses et interculturelles dans la société. Ce qui est malheureux, c'est que c'est un problème qui touche le plus souvent les minorités, alors qu'il faut des régimes juridiques beaucoup plus rigoureux pour protéger ces minorités-là de ces violences, parce qu'il n'y a rien de plus douloureux d'être atteint dans sa dignité en ce qui concerne ses convictions religieuses, ou bien au nom d'une quelconque religion, d'être détruite au nom d'une quelconque religion. Il faut aussi la responsabilité de l'État vis-à-vis de la promotion
et protection des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne ces minorités religieuses-là. Ça me fait penser au massacre du peuple des Rohingyas qui nous avait énormément touchés, et c'est quelque chose à combattre dans notre, je dirais même pas en sphère nationale, mais internationale, parce que c'est un problème qui prend de plus en plus de l'ampleur aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Je crois que c'est clair et net. Hein. Aujourd'hui, on n'a rien à redire hein, sur tout ce que vous dites, hein, Nogueï. C'est clair et il est bon d'expliquer, de dire qu'au Sénégal, les choses se passent très bien. Et félicitations donc à tous les Sénégalais parce que c'est comme ça que les choses devraient se passer. Par contre, ce n'est pas la même chose dans les pays européens. L'Italie est un pays fortement chrétien, mais on voit que dans les pays européens, on a du mal à accepter des fois les autres religions. Et vous allez peut-être confirmer ce que je dis, Adrienne. Et ce sera l'occasion de dire à Nogueï, merci beaucoup, bon week-end, parce que cette émission tire à sa fin. On prend Adrienne. Comment les choses se passent là-bas? Vous avez pleinement chrétienne, oui. Mais on voit comment le racisme, parce qu'il ne faut pas se cacher, il ne faut pas s'en cacher, le racisme a la peau dure dans les pays européens. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, mais tout ce que je voudrais souligner, il y a beaucoup de migrants, je ne veux pas forcément nommer les musulmans, mais il y a beaucoup de migrants musulmans qui arrivent, par exemple en Italie, et qui arrivent et qui ne veulent pas, je ne dis pas de se soumettre, mais par exemple, il s'est posé un problème il y a quelques années où l'État italien voulait faire une mise à jour des cartes de séjour pour tous ces migrants. Et ils ont exigé que les femmes continuent de porter leur voile. Bon, vous savez qu'il y a des communautés où elles sont complètement voilées, on ne voit que les yeux. Bon, l'État italien ne pouvait pas accepter quelque chose de ce genre parce qu'il se dit, si ce n'est pas la même personne, pour éviter de trafiquer des pièces d'identité et tout. Bon, ils n'ont pas voulu. Et encore, il y a eu un autre problème qui s'est posé. C'était une dame d'origine arabe, donc musulmane, qui était enceinte, qui devait accoucher. Et son mari qui l'accompagnait ne voulait pas que dans cette nuit-là, le médecin de garde, qui était énorme, puisse l'assister. Bon, à la fin, la femme, elle a perdu la vie avec le bébé. Donc moi je pense que c'est vrai que quand on quitte nos pays que nous venons, surtout un pays comme l'Italie, avec toutes ses convictions, bon, on essaie de s'adapter, même si ce n'est pas à 100%. Je sais qu'il y a des quartiers où il y a des villas des maisons qui sont laissées pour les utiliser comme des mosquées, pour permettre aux gens de prier, de continuer dans leurs convictions spirituelles. Donc, bon, le tout, c'est de trouver un accord. Sinon, bon, les différences, ça a toujours existé depuis la nuit des temps, même au niveau des récits bibliques, ça a toujours existé, on ne pourra rien faire, c'est l'homme qui est créé comme ça. Et puis bon, voilà, il faut de la tolérance, que quelqu'un comprenne que bon, celui qui est en face de nous-même, s'il ne prie pas le même Dieu, ben, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais ou bien qu'il est celui qu'on doit éliminer. C'est juste une question de bon sens aussi, voilà. Voilà, et le bon sens, malheureusement, certains disent que c'est la chose la mieux partagée, c'est pas toujours vrai. Des fois, il y a beaucoup de personnes qui manquent de bon sens et cela crée des difficultés. Il faut, dans la pratique des religions, faire preuve des fois de pas trop de rigidité. Cela permet de faire avancer les choses. Et donc, nous avons décidé de, aujourd'hui, mettre le doigt sur cela, dire qu'aujourd'hui, c'est la journée de la tolérance, n'est-ce pas? Et merci beaucoup, Adrienne. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous en prie. Et on se retrouvera certainement la semaine prochaine. Permettez-moi de faire un tour, le dernier, à Douala pour retrouver Carole. Le Cameroun est un bon mélange de toutes les religions, les animistes, les musulmans, les chrétiens, tout le monde se côtoie là-bas. C'est vrai que des fois, il y a quelques couacs, mais grosso modo, est-ce que ça va? Grosso modo, ça va. Sinon, vous aurez déjà entendu un crime religieux au Cameroun. Il y en a, en ma mémoire, 100 000 depuis que je suis née, hein, depuis que je suis née. Le Cameroun est en majorité chrétien. Il y a à peu près 9% de musulmans, et puis les autres religions minoritaires, l'animisme, le bouddhisme, c'est toutes ces personnes-là.
Je pense que le problème que soulève Adrienne, que soulève Aïe, que soulève Zita, Alex, Axel, c'est un problème général dans tous les pays où il y a ces multitudes de religions-là. Les pays qui vivent mal cette cohabitation, ce sont les pays qui ont comme deux partis politiques, républicains et démocrates, deux religions, musulmanes et chrétiens à part égale. Je pense que ce sont les genres de pays qui sont un peu toutes ces difficultés-là. Mais n'omettons pas qu'il y a un problème sous-jacent, il y a quand même des charbons ardents en dessous. Parce qu'à un moment donné, quand un problème se pose, les chrétiens, le Cameroun va dire « Oh, c'est les musulmans qui sont sales », le musulman va dire « C'est le chrétien, le mécréant ». Il y a toujours ce problème-là. Il y a toujours ce problème. Je pense que les États africains, les États du Cameroun devraient asseoir des lois vraiment pour éradiquer, je veux dire, éteindre le feu de ces charbons ardents, comme le tribalisme qu'on a longtemps ignoré ici au Cameroun, qui est en train de créer des désastres au sein des communautés camerounaises. Je pense que ce problème-là, entre religions, les gens s'asseyent encore dessus, mais c'est chaud bouillant en bas. Il faudrait que peut-être qu'il y ait une conférence souveraine nationale religieuse pour aborder ces problèmes que les gens gardent encore dans le cœur, parce que ça risque un jour de péter, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Voilà, bien dit. Alors, je vous conseille, Carole, de prendre des cours de natation. Si vous prenez des cours de natation, hein, mais parce que... Je vais vous envoyer une photo tout à l'heure, parce que il y a des... Vous savez, les Camerounais, il y a une autre chanteuse internationale, Lady Pons, reine du Bikouti, qui a sorti une chanson il y a quelques années où elle disait que les Ivoiriens, les Camerounais, c'était les enfants d'une même mère et d'un même père. On a la même gueule, la même grande gueule. On est tout le temps sur un ring de boxe en ce qui concerne toutes les actualités, comme ce troisième mandat de Ouattara. On se lave sur les réseaux sociaux, on se rince, on se javelise. Je pense que les Ivoiriens ne vont pas nous contredire. Ils sont tout grands. Ils ont sorti, depuis les inondations d'hier, là, ils ont sorti une photo d'un homme sur le lit avec des comment on appelle dans son sommeil des nageurs, là. Les sous-marins. Pardon? Les sous-marins? Non. Oui, les chaussures des sous-marins, là, avec... donc, ils ont mis... Voilà comment les Camerounais dorment depuis hier. Je vous enverrai la photo tout à l'heure. Okay. On va terminer en rire. Ce n'est pas en rire, mais c'est juste pour égayer un peu les âmes qui sont tristes depuis les dures inondations d'hier. J'ai une pensée vraiment profonde pour les familles qui ont été sévèrement touchées. Bien chose à eux. Ok, merci beaucoup, Carole. Bien chose à vous également. Je tiens à ce que vous preniez des cours de natation. En tout cas, j'y tiens. Et parce qu'on on veut vous retrouver samedi prochain. Ok. Je vous promets. Alors, c'est avec Axel qu'on va boucler, hein, n'est-ce pas? La tolérance, l'intolérance sont des choses qui se côtoient. Oui, malheureusement, mais il faut aussi ajouter qu'il y a certaines religions, comme certaines convictions qui ont des connotations négatives, comme par exemple, comme religion, le satanisme, qui a souvent, en fait, on pense... Le satanisme, c'est une religion? Oui, c'est une religion qui... Bon, vous nous apprenez des choses bizarres. Plus de l'ampleur, en fait, et il y a beaucoup de... On parle de sacrifices humains et on parle aussi de cannibalisme, en fait. Donc certaines religions aussi, elles ne sont pas aimées parce qu'il y a des pratiques peu acceptables par la société. C'est une religion, monsieur. Ou le communisme. Ok, l'émission est terminée. Une idéologie. D'accord. En tout cas, vous nous apprenez des choses, Axel. Il y a ce qu'on appelle la religion. La religion, c'est la croyance en Dieu, c'est l'amour du prochain. Et ce qui va contre ça n'est pas du tout religieux. En tout cas, merci beaucoup de nous apprendre
des choses bizarres. Merci beaucoup les Georgettes, merci à Nogueil, merci à Adrienne, merci à Carole, merci à Zita. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve dans une semaine pour continuer. Eh bien, ça va chauffer de la belle radio-télévision. Et contre l'intolérance, nous on propose l'amour avec Yodé et Siro Coco. Maman Bibi la baronne. Yeah, baby, faut pas me piquer dans le dos. Agence de publicité, annonceurs, opérateurs économiques de tout secteur d'activité. La même publicité vous ouvre ses portes, ses espaces et ses produits à des coûts défiant toute concurrence. Profitez de notre positionnement satellitaire pour vous permettre d'être visible en Afrique et dans le reste du monde. Pour tout renseignement, appelez-le +221 33 867 59 421, le 78 204 26 22 22 pour le Sénégal, le +237 691 333 306 pour le Cameroun et +241 746 290 90 pour le Gabon.